voudrais commencer, pour commencer, je souhaiterais remercier l'AFP SVT pour m'avoir, et les organisateurs de cette journée pour m'avoir invité à participer à vos débats. C'est très riche et ce matin, lors des présentations, c'était pour moi une sorte de vaccin pour me rappeler un peu la chance que j'avais peut-être d'enseigner à des niveaux de master, sans avoir peut-être à me préoccuper des débats qui heurtent un peu la société actuellement. Alors, après les deux présentations de cet après-midi, qui étaient très paléoanthropologiques, pour ma part, je vais vous emmener vers le monde des environnements, des paléo-environnements. Je suis palynologue au sein du département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, c'est bien par le biais de cet objet, le grain de pollen, que je vais aborder les notions de changement environnementaux au cours du Quaternaire et essayer de voir le lien possible que l'on peut faire entre ces modifications des environnements et l'évolution du genre Homo ou les transitions culturelles qui sont portées par ces représentants au sein du genre Homo. Alors, un petit rappel, mais là je vais être assez bref sur la méthode en elle-même. Les grains de pollen sont produits par les plantes à fleurs et nous avons une très bonne relation qui lie grains de pollen et plantes actuelles. En fait, les grains de pollen produits par les plantes à fleurs présentent des caractéristiques morphologiques qui nous permettent au microscope de déterminer les plantes les ayant produits. Alors, avec un frein cependant, qui est que pour les arbres, nous saurons déterminer au rang du genre les plantes ayant produit ces grains de pollen, et pour les herbacées, au rang encore plus large de la famille. Cependant, donc, des études statistiques ont montré une très bonne calibration qui permettait donc d'apprécier qualitativement, quantitativement un environnement, un milieu végétal à partir d'une composition, à partir d'un spectre pollinique. Alors, effectivement, sur cette diapositive, vous pouvez voir la signature pollinique de deux milieux très contrastés. J'ai délibérément choisi des exemples allant du milieu complètement fermé, forestier, avec ici une forêt de feuillus tempérés de l'Europe tempérée, et puis un milieu très ouvert, dominé par les herbacées, ces steppes agraminées qui dominent en Asie centrale. Et ce corollaire, ce pendant au niveau pollinique, cette signature pollinique pour chacun de ces deux types d'environnements qui illustre bien qu'à partir de l'observation des caractères morphologiques des grains de pollen, il est possible de séparer ces milieux forestiers de ces milieux steppiques. Donc on a ce grain de pollen qui est un très bon marqueur des environnements actuels, mais également passés, puisque le grain de pollen produit par les plantes va se déposer sur le sol, être enfoui dans les sédiments et s'y conserver. Ça tient à la nature chimique de la membrane du grain de pollen, l'exine, qui est constituée de sporopollénine. C'est une substance qui résiste très bien aux agressions du temps, aux agressions chimiques, biochimiques, géochimiques au sein des sols. Et donc, nos deux exemples de la diapositive précédente peuvent finalement s'appliquer lorsque l'on bascule vers les environnements du passé. Notre forêt de feuillus de l'Europe tempérée peut devenir notre forêt de feuillus telle qu'on la découvre lors des périodes interglaciaires, donc les périodes au climat chaud et humide qui permet à ces arbres feuillus de se développer. Et puis, à l'inverse, notre milieu très ouvert, notre milieu steppique à graminées, que l'on trouve actuellement en Asie centrale, va se développer, par exemple en Europe de l'Ouest, à chaque période glaciaire. Donc, une relation pollen marqueur des environnements passés qui fonctionne également très bien. C'est ce qui a fondé vraiment notre discipline et permis de bien aller décrire les dynamiques de végétation à travers toute cette période de temps qui est le Quaternaire. Alors un exemple que vous connaissez certainement tous, c'est celui
qui est vraiment la plus belle illustration, à mon sens, d'une dynamique de végétation au cours d'un cycle climatique, avec cette séquence de la Grande Pile, un site vosgien, qui décrit à haute résolution la dynamique de la végétation au cours d'un interglaciaire et d'une phase, d'un épisode glaciaire successif. L'ensemble formant ce cycle climatique qui englobe donc la période chaude et humide de l'interglaciaire et la période froide et plus aride de la période glaciaire. Alors vous voyez sur cette diapositive qu'il y a certes ces deux moments très contrastés, interglaciaire et glaciaire, mais également des phases de transition. Une première transition, celle qui permet le passage entre un glaciaire finissant et un interglaciaire commençant. Et puis une autre transition à la fin d'un interglaciaire qui voit une transformation de la végétation vers, en amont, si vous voulez, de la mise en place des environnements totalement glaciaires. Alors, ces environnements et ce lien avec le climat, on le trouve sur cette diapositive. Donc un cycle climatique, on peut le représenter ici de manière circulaire. On y retrouve les 4 phases que je vous évoquais, avec une phase initiale ici correspondant à l'optimum glaciaire lorsque les températures sont minimales et l'aridité maximale. Puis ce début d'interglaciaire qui voit une hausse des températures plus importante, plus rapide que la hausse des précipitations. On arrive ensuite à l'optimum interglaciaire qui correspond à cette période où les paramètres climatiques, température et précipitations sont dans leur valeur maximale. Et enfin, la transition vers le glaciaire suivant, cette petite phase ici, la dernière dans notre cycle, marque l'entrée, ou la transition plutôt, vers la prochaine glaciation. Les températures chutent, mais l'humidité va encore se maintenir, être persistante pendant quelques temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un décalage dans les dynamiques des 2 paramètres climatiques, température et précipitation, puisque les optimums et les minimums ne sont pas atteints simultanément. Et c'est ce décalage, en fait, qui va jouer sur la dynamique de végétation, puisqu'en début, ici, plutôt en période de transition entre un épisode glaciaire et un épisode interglaciaire, nous verrons une forêt pionnière se mettre en place, forêt dominée notamment par le bouleau, le pin, suivi du développement, lors de l'optimum interglaciaire, du développement de la chaînée mixte lorsque l'on est en milieu tempéré. Une période de transition faisant le lien entre l'interglaciaire et le glaciaire suivant, où l'on voit à la faveur de la chute des températures, mais lorsque l'humidité est encore suffisamment importante, une forêt de conifères venir remplacer une forêt de feuillus. Donc on a comme cela successivement une dynamique forestière avec des changements dans la composition même de nos forêts. Et le stade où les arbres régressent, enfin le stade final ici, enfin final, initial, ça dépend où on se met dans la boucle de notre cycle climatique, mais où la végétation herbacée va supplanter la végétation arborée pour constituer ces milieux stépiques où la végétation est très ouverte. Alors, cette dynamique sur un cycle climatique, elle se met en place à partir du début du Quaternaire. Donc cette période qui marque le début du Quaternaire, à 2,6 millions d'années, voit l'émergence d'une cyclicité climatique rapide, décelable dans nos enregistrements, avec des cycles dans un premier temps au début du Quaternaire qui sont calés sur des durées de 41 000 ans, puis qui vont s'allonger à partir de 800 000 ans jusqu'à l'actuel pour être marqués par une durée de près de 100 000 ans. Alors, cette dynamique du climat, elle s'observe, elle s'enregistre dans les calottes de glace avec le marqueur isotopique de l'oxygène, le ratio O16 au 18, qui est replacé ici sur notre échelle chronologique du Quaternaire, et vous voyez
successivement, ce ratio oscillait entre des valeurs maximales, des valeurs minimales. Et nous avons ici le reflet de notre cyclicité climatique qui alterne donc les phases interglaciaires et glaciaires. Et donc, à chacun de ces cycles climatiques, que la durée soit de 41 000 ans ou de 100 000 ans, eh bien, vous enregistrerez cette dynamique de la végétation que nous avons décrite dans la diapositive précédente. Alors, un point important à ce stade, sur cette diapositive, c'est que lorsque l'on passe d'un cycle à 41 000 ans à un cycle à 100 000 ans, c'est surtout la durée de la période glaciaire qui va s'allonger. La période interglaciaire va durer entre 15 et 20 000 ans. Que notre cycle soit ici calé sur l'obliquité, c'est-à-dire une durée de 41 000 ans, ou alors ici sur l'excentricité avec une durée de 100 000 ans. Vous aurez sensiblement la même durée pour la période interglaciaire, mais donc une période glaciaire beaucoup plus longue. Et surtout, si vous observez la courbe dans son ensemble pour tout le quaternaire, vous pouvez voir que ces glaciaires sont de plus en plus intenses. J'ai figuré ici le trait moyen pour tout le quaternaire, et vous pouvez voir qu'on a une tendance qui exprime des périodes glaciaires de plus en plus intenses. Donc, le quaternaire est marqué par cette cyclicité climatique, avec des périodes glaciaires qui s'allongent en durée à chaque cycle climatique, mais également qui deviennent de plus en plus marquées. Et donc, on peut s'interroger sur cette dynamique environnementale, a-t-elle finalement pu influer sur l'évolution du genre Homo, sur les cultures de ces différents hominines. Et en fait, l'idée est de voir si dans ces environnements qui graduellement se transforment pendant toute la période du quaternaire, l'homme a dû s'adapter au niveau comportemental, au niveau changement, développement cognitif, pour faire face à des milieux de plus en plus contrastés entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. Alors, j'ai replacé ici, de manière linéaire, pour l'Europe, les principaux fossiles rattachés au genre Homo. Ils sont reportés dans la chronologie du quaternaire et également mis en parallèle avec les modes technologiques, c'est-à-dire les cultures des différents représentants du genre Homo, avec pour les représentants les plus anciens, Homo georgicus, Homo erectus, des traditions culturelles se rapportant à une industrie très archaïque développée sur galets aménagés, taillés sur galets aménagés, l'émergence de la symétrie bifaciale qui va apparaître avec cette culture, cette technologie du mode 2 propre à Homo heidelbergensis, et puis une accélération en quelque sorte avec le mode 3, l'émergence du débitage levallois, propre que l'on observe sur tous les sites ayant livré des restes de néandertaliens. Et enfin, sur les sites ayant livré des restes d'hommes modernes, ces modes 4 et 5 propres au paléolithique supérieur et aux cultures du néolithique. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire quelques zooms, un petit peu des études de cas, pour aller voir si on peut trouver une relation entre les changements environnementaux, l'environnement que subissaient certains de ces hominines, pour voir si ça a pu déclencher un changement au sein du genre Homo, un changement culturel. Donc pour commencer cet examen, on va donc démarrer par les niveaux les plus anciens. Nous allons nous intéresser à Homo georgicus, qui en fait marque la première sortie de l'homme hors du continent africain. Et Homo georgicus, il a été défini à partir d'un site en Géorgie, donc nous sommes aux portes de l'Europe, entre Europe et Asie, sur le site de Dmanisi, donc un site daté entre 1,7 et 1,8 millions d'années. Alors la question que pose un tel site, c'est de savoir si les hommes qui étaient présents entre mer Noire et mer Caspienne il y a 1,8 million d'années
dans quel environnement évoluait-il? Évoluait-il dans un même environnement que celui qu'il quittait des savanes africaines, ou bien avait-il su s'adapter à des nouveaux types d'environnements? Et notamment, on peut penser que ces environnements de l'Eurasie, n'étant pas marqués par le caractère tropical, comme on peut avoir en Afrique de l'Est notamment, étaient peut-être différents et avaient contraint à adopter plutôt des nouveaux comportements de subsistance pour pouvoir se maintenir et donc partir ainsi à la conquête de l'ancien monde. Alors, juste une diapositive là pour présenter ce site de Dmanisi. Il a été découvert, somme toute, assez récemment, il y a une vingtaine d'années maintenant. Il y a une profusion de restes crâniens qui ont été mis au jour en association avec des outils taillés, de la faune. Bon, c'est un site très spectaculaire, largement publié, et avec une espèce, Homo georgicus, qui a été publiée, qui marque donc un nouvel hominine sorti d'Afrique. Alors, les études qui ont été menées sur ce site concernant l'environnement ne sont pas que des études polliniques. Il a fallu, il y a eu et de la chance et en même temps il a fallu aller chercher ailleurs que le seul marqueur pollen. Et donc c'est une étude multiparamètres sur des vestiges paléobotaniques qui a été entreprise, avec des études sur les restes de graines trouvés dans les couches d'occupation humaine, quelques études polliniques et surtout une étude assez complète relevant de l'analyse des phytolithes. Et ce que montrait l'ensemble de ces résultats, le croisement de ces données en paléobotanique, c'était que les hominidés qui étaient installés à Dmanisi évoluaient dans des écosystèmes tempérés, donc différents en cela des écosystèmes tropicaux du continent africain, mais qu'ils étaient cependant toujours, ces hominidés, inféodés à des milieux très ouverts qui associent la présence de grands carnivores. Donc on peut finalement voir que Homo georgicus, c'est porteur de la technologie du mode 1, avait des comportements de subsistance qui étaient somme toute identiques à ses proches cousins restés sur le continent africain, et que donc il y avait seulement une adaptation à une composition, à des écosystèmes de composition différentes, mais aux mêmes caractéristiques semi-ouvertes qui permettaient de limiter peut-être la différence entre les écosystèmes sortants et entrants. Alors, juste peut-être quelques commentaires. Justement, ces milieux, pour le pollen, on voyait bien une strate mixte de milieux ouverts aux côtés de bosquets forestiers. L'étude carpologique montrait bien, elle, la présence d'arbustes héliophiles. Donc nous étions vraiment dans des milieux de transition entre la sortie d'un glaciaire et le début d'un interglaciaire. Et c'est également ce que montrait ici l'analyse des phytolithes avec un milieu en transition qui, en fait, croisait bien l'ensemble des données paléobotaniques. C'est de l'opale de silice que l'on va trouver dans les tiges des plantes, les feuilles des plantes, les racines des plantes, et qui assure notamment le maintien de la plante, participe au maintien de la plante, et qui, étant en silice, vont très très bien se conserver dans les sols. Alors, d'un point de vue taxinomique, si vous voulez, la démarche, elle est un petit peu identique à la manière de procéder en palynologie, où on va essayer de faire un lien vers les plantes ayant produit ces types de phytolithes, comme on fait un lien entre pollen et plantes. Mais il y a des difficultés supplémentaires qui sont qu'il y a un principe de redondance, de multiplicité. Une même plante peut produire plusieurs phytolithes, contrairement au pollen, et un même phytolithe peut se retrouver chez plusieurs plantes.
Donc en fait, les spécialistes des phytolithes jouent beaucoup à essayer de croiser l'ensemble des morphotypes de phytolithes, et surtout ont très souvent besoin de se caler avec d'autres disciplines qui vont venir compléter la description de l'environnement. C'est vraiment alors, c'est quand même un marqueur, un proxy, enfin, oui, un marqueur, un biomarqueur végétal très précieux, notamment lorsque l'on veut aller travailler sur les milieux semi-ouverts dominés par les graminées. Parce qu'au sein des graminées, il va être possible, avec l'analyse des phytolithes, de descendre au rang de la sous-famille et à partir de là, de voir si certaines sous-familles de graminées sont plutôt des plantes en C3 ou en C4. Donc des informations que ne voit pas du tout le pollen, qui lui va se limiter à la détermination de graminées. Alors je poursuis avec notre remontée chronologique. Et donc après la première sortie d'Afrique, on va s'intéresser aux autres sites mis au jour sur le continent européen et qui ont livré des industries du mode 1. Alors, c'est une tranche de temps qui va entre 1,7 million d'années et puis à peu près 800 000. Et donc, sur cette carte, j'ai pointé un petit peu les sites qui sont actuellement connus. Ils s'en découvrent encore, bien sûr, régulièrement. Et ce qui nous intéresse dans cette tranche de temps, c'est de voir si les hominines étaient inféodés à une même niche écologique ou bien s'ils avaient su s'adapter à de nouvelles niches écologiques qui se transformaient sous l'effet de la cyclicité climatique. En quelque sorte, est-ce que les peuplements que l'on observe ici, plutôt localisés sur le pourtour méditerranéen, étaient des peuplements très temporaires, enfin des occupations très temporaires du continent? Attention, je ne suis pas en train de parler de population sédentaire, hein, je parle d'occupation au cours d'un cycle climatique. Est-ce que ces occupations correspondaient à certaines périodes au sein du cycle climatique, puis les hommes devaient se retirer sous la pression du climat? Et ça, c'est une idée qui est assez répandue dans la communauté anglo-saxonne, avec, pour expliquer la présence de tous ces sites, une hypothèse qui consiste à évoquer des allers-retours, des sorties permanentes du continent africain et surtout des retours vers le continent africain à chaque cycle climatique. Pour ces auteurs, les hommes préhistoriques ne pouvaient pas occuper le territoire en dehors des périodes de transition entre la sortie d'un glaciaire et le début d'un interglaciaire, c'est-à-dire des milieux semi-ouverts dans lesquels se trouvaient essentiellement des grands herbivores. Pour ces auteurs, les hommes préhistoriques porteurs des technologies mode 1 ne pouvaient pas occuper durablement le territoire, notamment lors des périodes interglaciaires, sous le fait d'une compétition avec des carnivores qui aurait été trop importante. Donc ça, c'est une première hypothèse. Et puis l'autre hypothèse, c'est plutôt celle qui consisterait à dire non, on peut peut-être espérer que les comportements de subsistance de ces hommes préhistoriques leur permettaient de commencer à s'affranchir de la cyclicité climatique, leur permettaient d'occuper durablement le continent et donc de s'adapter à de nouvelles niches écologiques au cours des cycles climatiques qui se succèdent. En quelque sorte, il pourrait y avoir une conquête du continent qui serait une conquête durable. Alors, pour étudier ces deux hypothèses, il faut s'intéresser, enfin, on peut trancher avec les résultats qui ont été apportés sur ce site, un site le plus au nord, quasi le plus à l'ouest, ici sur le continent européen. Nous sommes dans la région centre, à Pont-de-Lavaux. Et sur ce site, là encore, il y a eu une analyse croisée, palynologie et phytolithes, qui a montré, dans les niveaux contemporains de l'occupation de Pont-de-Lavaux par les hommes préhistoriques, que l'environnement était un environnement forestier, dense, donc un milieu très fermé, que l'on pouvait corréler avec une période d'optimum interglaciaire. Donc ici, il était possible à Pont-de-Lavaux de mettre à mal l'hypothèse anglo-saxonne
et de dire que l'homme préhistorique pouvait se disperser de manière durable au sein du continent européen, et cela sans bien sûr fermer l'hypothèse de plusieurs autres sorties du continent africain au cours de cette période de temps entre 1,8 million et 800 000 ans. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces hommes porteurs de la technologie du mode 1 témoignaient d'une forte capacité à s'adapter à différents écosystèmes dans les milieux tempérés, et que donc ils pouvaient s'installer durablement dans des périodes glaciaires, peut-être en se repliant sur le pourtour sud méditerranéen, ou même rester lors de périodes interglaciaires. Maintenant, si l'on regarde le mode 2, l'émergence de la symétrie bifaciale dans les cultures lithiques, nous sommes en présence des populations de cultures dites acheuléennes, portées par Homo heidelbergensis, mais également peut-être Homo antecessor. Bref, nous sommes au Pléistocène moyen, dans une tranche de temps qui va entre 700 000 et 300 000 ans. Et nous sommes dans une nouvelle cyclicité climatique, des cycles à 100 000 ans, rappelez-vous, avec une période glaciaire plus longue et surtout des périodes glaciaires plus intenses. Alors, toujours sur cette carte, j'ai pointé là encore les sites que nous connaissions, rapportés à ces populations acheuléennes. Ce que l'on peut voir par comparaison avec la carte précédente pour les sites du mode 1, c'est que les occupations commencent à être beaucoup plus dispersées sur le continent. Nous avons des occupations jusqu'au sud de l'Angleterre, enfin jusqu'au nord de l'Europe, on va dire. La question qui se pose, c'est les nécessaires mobilités qu'il devait y avoir entre justement les parties nord et sud du continent européen à la faveur de la cyclicité climatique glaciaire-interglaciaire, puisque lors des optimums glaciaires, une calotte était développée ici sur tout le pourtour nord de l'Europe, contraignant les populations bien sûr à migrer vers des zones, des écosystèmes plus favorables. Alors, ayant plus de sites, il y a des territoires qui sont quand même plus propices à aller essayer de tester comment les populations préhistoriques acheuléennes occupaient certains territoires de manière durable. Une de ces régions où se trouvent de nombreux sites mode 2, enfin de nombreux sites acheuléens, c'est l'Italie centrale et méridionale. Et en fait, c'est une région qui est extrêmement intéressante parce qu'on y trouve également de nombreuses séquences polliniques très bien conservées qui nous documentent, qui nous décrivent les évolutions, les dynamiques environnementales, et qui donc vont nous permettre de croiser idéalement l'occupation du territoire lors des phases glaciaires, lors des phases interglaciaires, et voir s'il y a ou non une mobilité. Est-ce que l'on va trouver des occupations uniquement lors de périodes glaciaires, les hommes repartant dans les contrées nord du continent européen lors des interglaciaires suivants? Alors ça, pour illustrer un peu ce propos, je vous reporte juste une séquence. C'est une séquence qui a été publiée récemment à Guado San Nicola. Nous sommes en Italie centrale et cette séquence, en fait, elle traverse des cycles climatiques avec les périodes interglaciaires figurées en vert et les périodes glaciaires que vous trouvez plutôt en figuré jaune. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a toujours, même lors des périodes glaciaires, la persistance de certains taxons qui ont des affinités pour les milieux humides. Également, l'on peut voir que l'Italie centrale doit être un territoire très particulier, puisque l'on y trouve la persistance de certains taxons arborés à affinité subtropicale, le caria, ici, dont ici l'enregistrement vers 300 000 ans est l'enregistrement le plus récent connu à ce jour pour cet arbre. Donc ce que l'on peut dire pour ces occupations nombreuses en Italie centrale et méridionale du mode de population acheuléenne, c'est qu'il y a
ça les paléoanthropologues le montrent, une augmentation du volume crânien. On peut penser donc des capacités cognitives en forte augmentation, et donc peut-être l'émergence de nouvelles technologies favorisées par des installations dans des zones dites refuges pour la végétation, mais qui du coup sont également des zones refuges pour la faune que chassent ces populations préhistoriques. Et l'on a donc des territoires clés qui se dessinent sur le continent européen qui permettent d'envisager comment, de manière pérenne, s'est déroulé le peuplement au cours du Pléistocène moyen, donc lorsque les cycles climatiques étaient longs, 100 000 ans, avec des périodes glaciaires très intenses. On avait des contractions des populations, on peut envisager des contractions des populations vers ces zones favorables à la faveur des périodes glaciaires. Il y a donc un affranchissement progressif des contraintes environnementales de la part de ces hominidés, de ces Homo heidelbergensis. Le mode 3, Homo neanderthalensis, alors je ne vais pas m'étendre tellement, parce que je n'ai jamais trop eu l'occasion de travailler sur cette tranche chronologique, mais j'ai voulu tout de même mettre cette carte sans pointer les sites, parce que alors là, c'est un travail titanesque. On a vraiment une multitude de sites. Il faudrait éplucher la bibliographie pendant des mois pour pouvoir venir pointer tous les sites à Néandertal sur cette carte du continent européen. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur les périodes, que ce soit glaciaires ici ou interglaciaires, pendant lesquelles ont eu lieu ces occupations et qui nous confirment que l'homme de Néandertal pouvait sans problème occuper n'importe quel type d'environnement, qu'il soit fermé, qu'il soit ouvert, qu'il soit en transition entre ces milieux ouverts et fermés, ou fermés et ouverts. Et que cela amène à relativiser un peu certaines théories qui parfois, alors je pense qu'elles ont quand même beaucoup moins le vent en poupe maintenant, mais qui tendaient à expliquer éventuellement la disparition des Néandertaliens, par exemple le fait qu'ils n'auraient pas supporté la glaciation, la dernière glaciation, et qu'ils auraient fatalement disparu il y a 40 000 ans. Non, l'homme de Néandertal a supporté des périodes glaciaires aussi intenses que celles pendant laquelle il a disparu. Il s'adaptait également très très bien aux environnements interglaciaires. Et enfin, un dernier zoom sur les périodes les plus récentes de la préhistoire avec l'homme moderne. Et je vais même vous emmener vers la toute fin de la préhistoire avec la transition entre les populations de chasseurs-cueilleurs, les populations du Paléolithique, et puis les populations qui débutent, qui développent l'agriculture et le pastoralisme. C'est ce que l'on appelle la révolution néolithique, avec la sédentarisation des populations. Et pour cela, en fait, je vais vous proposer très rapidement une vue prise sur les deux rives de la Méditerranée. Alors ici, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est en train de s'intéresser à un même homininé, l'homme moderne, et on va essayer de voir si certains environnements ont favorisé l'émergence de la néolithisation ou retardé, au contraire, le développement de cette néolithisation. Et bien sûr, par la palynologie, les traceurs que l'on va avoir sont essentiellement ceux liés à l'émergence de l'agriculture. Alors on va commencer avec la partie nord de la Méditerranée, la rive nord, avec des études qui sont menées, qui sont en cours actuellement dans notre laboratoire, sur la lagune de Palavas, donc dans l'Hérault. Et les courbes polyniques nous montrent que l'impact de l'homme sur les milieux, de par ces pratiques nouvelles liées à l'émergence de l'agriculture pendant le néolithique, au final ne vont s'enregistrer que très tardivement au cours de la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. C'est-à-dire que là, finalement, on a peut-être un biais avec la discipline, la palynologie, qui ne nous permet pas de vraiment déceler les premiers impacts importants liés à la sédentarisation ici sur les rives nord de la Méditerranée. Là, une importante déforestation est vue, mais elle est vue assez tardivement au cours de cette transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Et puis,
De manière plus visible, si vous suivez cette courbe ici en remontant le temps, vous pouvez voir ici l'essor des taxons cultivés. Et ces taxons cultivés, bien, il faut quand même attendre les périodes historiques, le Xe siècle, pour vraiment voir des pratiques d'arboriculture qui marquent durablement les courbes polliniques et qui donc doivent marquer vraiment de manière importante les milieux végétaux, les milieux naturels. La rive sud maintenant, avec également des travaux en cours dans notre laboratoire. Donc là, nous sommes dans le sud tunisien, aux marges du désert. Alors, c'est extrêmement intéressant d'aller examiner un peu comment, dans ces milieux marqués par l'aridité, s'est mis en place, ou bien ne s'est pas mis en place, la néolithisation. Ce que l'on voit dans nos courbes, c'est que au cours du néolithique, il n'y a aucune évidence de pratiques agricoles. Alors ça, ce n'est pas un résultat nouveau. Il y a, depuis de nombreuses années déjà, l'ensemble des collègues qui travaillent sur le nord du continent africain qui montrent que l'enregistrement des premières pratiques agricoles est très tardif. Et que donc, il y a très certainement des contraintes environnementales fortes qui limitent le développement de l'agriculture sur le nord du continent africain au cours de la dernière déglaciation. Et effectivement, c'est une période, l'Holocène, qui est marquée, et je parle bien là pour les milieux nord-africains, qui est marquée par l'aridité. Quand au nord, sur le continent européen, au nord de la Méditerranée, l'humidité va aller croissante avec, au cours du néolithique, ce que l'on appelle la période atlantique, qui marque l'optimum climatique, qui est contemporain du néolithique. Donc on voit bien que le climat, l'environnement, selon qu'il va être plus ou moins aride, va jouer ici un rôle assez important pour accélérer ou en tout cas favoriser ou limiter au contraire l'émergence de nouvelles technologies. Un autre marqueur ici intéressant que nous discutons beaucoup, c'est celui justement du pastoralisme, parce que ces sociétés dont la démographie est croissante, qui ne rentrent pas dans l'agriculture peut-être sous des contraintes, en raison de contraintes environnementales, mettent en place par contre de manière très ancienne un système de pastoralisme qui suppose donc des domestications animales ancienne et une sédentarisation qui n'est pas définitive, qui n'est pas aussi précoce en tout cas que sur le nord du continent, sur le nord de la Méditerranée. Pardon, Alors, pour conclure, on peut revenir sur cette diapositive synthétique et constater que au cours du Quaternaire, on a donc cette récurrence de cycles climatiques qui induit des changements environnementaux, que dans cette période du Quaternaire se déroule l'évolution du genre Homo et que l'on voit également les différentes cultures se succéder au cours de cette période du Quaternaire. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a, pour les périodes du Paléolithique, c'est-à-dire les cultures du mode 1, 2, 3, 4, tout ce qui est antérieur au Néolithique, eh bien, il y a un fort déterminisme climatique pour expliquer les changements environnementaux. Et qu'à l'inverse, à partir du Néolithique, on a un fort déterminisme anthropique dans la transformation des environnements. Par contre, il est sans doute erroné d'envisager que les changements environnementaux aient pu favoriser l'évolution, une accélération ou peut-être une sorte de seuil évolutif au sein du genre Homo. Par contre, l'autre résultat essentiel à travers tous ces exemples que l'on a pu donner, c'est de voir que les changements environnementaux ont très certainement favorisé, cette fois-ci, les transitions culturelles. C'est-à-dire que face à des contraintes environnementales nouvelles, l'homme s'est très vite s'adapter et développer des nouveaux comportements de subsistance lui permettant de persister dans l'occupation d'un territoire donné. Alors je voudrais juste terminer en faisant une petite publicité. Ça tombe assez bien, tout à l'heure il y avait Anaëlle, je ne sais pas si elle est encore là, oui, qui faisait la promotion de la formation qui va débuter à partir du mois de septembre. Sur la plateforme d'enseignement du muséum, il y a également des cours
en ligne. Et il y a un cours, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller regarder, un cours de palynologie au format numérique avec des exercices qui permettent de tester les connaissances. Le niveau qui avait été visé lors de la mise en place de ce cours, c'était un niveau étudiant en licence, master, mais également formation des enseignants enfin, formation continue des enseignants qui souhaitaient se remettre à jour au cours de leur carrière pour prendre connaissance des derniers développements dans nos disciplines. Donc ce cours, il est accessible, il est ouvert depuis 6 mois, je crois maintenant à peu près, et vous le trouverez à l'adresse suivante, sur le site de la plateforme d'enseignement du Muséum. Et j'en ai terminé, je vous remercie.